Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Antoine et ses copains aiment le rock. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous écouter. N'oubliez pas, si vous voulez bien, si ça vous plaît, de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de tous nos podcasts. Aujourd'hui, on inaugure rien du tout, mais on va en tout cas parler d'un festival qui s'appelle Glastonbury, que vous connaissez tous, vous en avez tous entendu parler. Mais j'ai voulu creuser un peu, et pour ça, j'ai invité donc Benjamin Durand, qui est là ce soir pour nous parler un peu de tout ça. Et pour répondre à mes questions qui sont nombreuses sur ce phénomène de société, sur les concerts qu'il y a eu, les grands concerts, et sur un peu, peut-être aussi glisser vers ce qu'est un festival aujourd'hui. Ils ont tendance à disparaître, etc. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Antoine. Alors, Glastonbury, donc on sort un peu de l'époque des grands festivals. Allez, pour faire court, on monterait aux États-Unis, Woodstock, et puis en Angleterre, il y avait l'île de Wight. Surtout. Et surtout. En Angleterre, je veux dire. Oui, l'île de Wight. Et les gros festivals de Hyde Park aussi. Ouais, et bien sûr, c'est les T69, les festivals d'Hyde Park. Enfin, pas seulement. Pas seulement. En 69, il y en avait déjà en 68. Oui, oui, tout à fait. Notamment Blind Faith et tout. Enfin bref, on y reviendra plus tard. C'est ça que tu pensais. Et Pink Floyd aussi. Ouais. Et aussi King Crimson pour étaler notre confiture. Dis-moi, ça naît de quoi? Parce que Glastonbury, il y a deux festivals, il y a deux éditions, entre guillemets, si je dis pas de bêtises, en 71 et 72. Mais après, il y a enfin, comment ça se passe? Quelle est la naissance du truc? Alors, c'est ça. Quelle est l'histoire, quoi? Glastonbury, déjà, il faut savoir de quel secteur géographique on parle. Ouais. Glastonbury est situé dans le Somerset. Non, attends, c'est pas le Somerset, c'est le. Oui, c'est le Somerset. C'est le Somerset. C'est Pilton. Voilà, Pilton. Donc, ça se situe dans la ferme Worthy Farm, qui appartient à Michael Eavis. Ok. Donc, Michael Eavis est un jeune fermier à l'époque, un petit peu fan de rock et hippie à 16 heures, etc. Et Glastonbury est sur un territoire un petit peu mythique en Angleterre, parce que c'est dans ces territoires qu'il y a c'est pas loin des pierres de Stone Age. Et donc, un espèce de lieu où les espèces de rites païens, etc. sont célébrés, et ils décident de créer un festival qui a lieu au moment du solstice d'été, donc au moment où il y a une espèce d'activité. Fin juin en général, c'est ça? C'est ça, une activité de rite païen, etc. Et donc voilà, culture hippie, culture païenne, et puis un petit peu, voilà, toutes les fascinations qu'il y a à cette époque-là, pour cette génération-là, pour des espèces de croyances un petit peu occulto-féeriques et tout ça. Tout est réuni pour ça, mais il propose vraiment, en 71-72, un festival à la bonne franquette, à la campagne, en fait, comme les Anglais savent le faire, parce que je pense qu'en 71, les Anglais sont un petit peu repus des gros festivals. Ils se sont rendus compte, avec notamment le festival de l'île de Wight en 70, que c'était compliqué, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui critiquaient le festival pour essayer de faire payer les gens. Ah oui, enfin, en tout cas, c'était un peu à la mode en Europe de proclamer musique gratuite, etc. Voilà, c'était le voilà. même cas avec et c'est un vrai problème, parce que derrière les organisateurs, du coup, ça leur amenait beaucoup d'emmerdes. Et donc, c'est le moment où les Anglais commencent à faire des beaucoup plus petits festivals, qui sélectionnent des petits artistes, etc. Comme ça, ils ont beaucoup moins de problèmes, et c'est beaucoup plus ouvert à un public qui est un petit peu New Age, un petit peu machin. Et donc, il faut s'imaginer que les premiers festivals de Glastonbury, c'est un petit peu dans cette ambiance-là. Alors, juste pour reparler de géographie, tu nous as dit que c'était à Pilton, dans le Somerset, etc. Mais moi, là, j'ai envie d'aller à Glastonbury. Comment je me démerde en transport pour bien que les gens se mesurent? En fait, je prends un train jusqu'à Londres, et ensuite, il y a moyen de rejoindre là-bas quand même, parce que non, c'est à quand ta même place, la campagne. À ta place, j'irais plus en avion jusqu'à Southampton ou jusqu'à Bristol. Et ensuite faire le trajet en voiture ou en car. Ok, d'accord. C'était juste pour resituer. Donc, on est bien d'accord, c'est sur le côté ouest de l'Angleterre. Oui, c'est ça, oui. D'accord. C'est ça, ça doit être à 50-60 km de Bristol, je pense. D'accord. Là, c'était juste à pour 80 resituer de ça. Southampton. Et j'ai une autre question, parce que là, on me parle de 71-72.
on est un peu à la fin de l'utopie des festivals, etc. On se réunit. Et donc, qu'est-ce qui pousse que l'Angleterre s'accroche à ça et essaye de réduire ça à un plus petit nombre de personnes, de public, parce que je crois que les 2 premières éditions, c'est pas plus de 10 000 personnes, moins de 10 000 personnes qui y sont. Donc on essaye de faire, je sais pas, un truc plus populaire, plus abordable. Parce que le ticket, le Glastonbury c'est $1. 71. En 71, c'est Une en livre, 70, une livre, c'est une livre. c'est ça. Ah oui, pas de dollars. Donc du coup, puis c'est 1500 personnes. D'ailleurs, le premier, enfin, je sais pas si on peut considérer ça comme le premier, a lieu en septembre et pas du tout au mois de juin. Donc le premier vrai, c'est vraiment celui de juin qui va prendre. Enfin bon, en même temps. Donc le 1er de juin en 71 et plus en 70 c'est plus anecdotique. Ouais. Où il y a les Kings qui jouent, qui remplacent Ouais. T-Rex au pied levé. Ouais. Et donc en 71, le fameux premier festival qui fait 12 000 personnes. On et a où retenu- Pink Floyd annule. Voilà. Et où Bowie va être le premier artiste à finalement se produire. Oui, mais je pense que le festival finit par se monter aussi grâce au festival, au succès l'année précédente en 70 du festival de Bath. Ah, de Bath. Qui a lieu où ce sont Led Zeppelin et Pink Floyd qui sont les têtes d'affiche Ah ouais, de ce festival de Bath en 70. Il y a beaucoup plus de monde, non? Sensiblement plus, oui, mais Bath doit se situer à peu près à 50-60 km de Glastonbury, donc ils se sont rendus compte, et puis ça se trouve, il y a eu des problèmes au niveau de Bath dans la ville, et c'est pour ça que c'est vachement plus pratique qu'un fermier mette à disposition son champ pour qu'un festival de ce type-là puisse se passer à proximité. D'accord. Et donc du coup, Bowie vient faire un set. C'est une époque où il vient de sortir l'album The Man Who Sold the World, et il est seul, son groupe, et il va faire un set en solo. Oui, enfin Bowie, puis surtout personne le connaît, personne l'attend, personne machin, donc Bowie c'est vraiment... Il fait un petit set tout seul. Voilà. Où, il a la guitare et au piano, et il fait quand même des morceaux d'Hunky Dory, des morceaux du premier album aussi, du Man Who Sold the World, et il reprend déjà Amsterdam de Jacques Brel. Et il joue pour la première fois de sa carrière une chanson qu'il vient d'écrire qui est Changes. Oui, tout à fait. Et du coup, comment on peut dire, c'est un coup d'épée dans l'eau ça, parce que franchement, 12 000 personnes, David Bowie que personne connaît. Mais c'est complètement anecdotique. On a des images ou des photos de ça? Il me semble pas. Enfin bon, peut-être que les Evis, j'imagine que la famille Evis doit avoir ça dans ses archives. Je pense que, pour ça, je renvoie surtout au film de Julian Temple, fait il y a une dizaine d'années sur l'histoire de Glastonbury, qui raconte tout ça. Je l'ai pas revu depuis longtemps, je dois admettre. C'est pas forcément hyper réussi d'ailleurs, mais... Ah si, c'est bien. Ouais, bref. Bon, après ça dépend ce qu'on attend du film. Alors ce qui se passe quand on voit un peu les affiches, c'est que de 71 78, il n'y a plus de festival, donc c'est pour ça que je parlais de coup d'épée dans l'eau. Qu'est-ce qui fait en fait que finalement ça se reproduit pas? Tout simplement que... Ça marche pas. Non, c'est pas une question que ça... C'est pas forcément une question... Gratuit, 71. C'est pas forcément une question que ça ne marche pas. C'est avant tout une question que Michael Levis, une fois de plus, est un jeune agriculteur qui doit avoir d'autres préoccupations dans la vie que de faire comme revenu principal son festival. Et donc, je pense que tout simplement... En plus de ça, quand même, les festivals, à partir de ce moment-là, sont un petit peu en perte de vitesse en Angleterre. Il y a un peu moins de petits festivals, etc. à cette époque-là. Donc, surtout, voilà, il se passe pas grand-chose, etc. Et ça va reprendre à la fin des années 70. Donc, époque vraiment quand même intéressante, parce que c'est quand même l'époque de la grande bérésina anglaise où le pays est bloqué, etc. On est musicalement dans le punk et le post-punk, et on est surtout dans la grande impasse politique et sociale avec un pays miné par les grèves, avec des coupures de courant en permanence, et donc un espèce d'appel, je pense, à avoir des réunions un petit peu communautaires comme ça pour apaiser un peu les choses. Donc le festival 78, ça n'existe pas vraiment. On ne sait même plus qui y était, il n'y a pas de nom, etc. On n'a pas d'indication. Mais en 79, quand même, il y a la première grosse tête d'affiche qui est Peter Gabriel, qui va sonner en fait un peu le premier festival,
pas le premier, puisqu'il y a déjà eu le début des années 70, mais la première tête d'affiche connue, quoi. Un mec qui a du succès, Peter Gabriel, rappelons-le, qui a sorti ses 2-3 premiers albums solo en 79, qui a quitté Genesis, et qui donc là fait un concert qui ont lieu donc du 21 au 23 juin en 79. Oui, en plus de ça, Peter Gabriel à mon avis, c'est pour ça qu'il est sélectionné, c'est que c'est un petit peu le régional de l'étape parce qu'il a ses studios qui sont pas très loin dans ce coin-là. Les studios de Real World, je crois, sont pas loin de Bath, dans ce coin-là. Donc pas Real World à l'époque, mais oui. Mais il avait vraiment une vraie proximité avec cette région. Et donc là, petit à petit, ça va se développer, mais pas tout de suite. Il va falloir attendre vraiment le début des années 80. Ouais. Il n'y a pas d'édition en 80, et à partir de 80, là, ça va s'enchaîner. Alors, quasiment tous les ans, je sais qu'il y a quelques années dont les dates m'échappent exactement, où on n'a pas fait de festival à Glastonbury pour régénérer en fait la terre. Mais ça a toujours cours. Oui, c'est ça. D'ailleurs, récemment, il y a des années où... cette année, il n'y a pas eu de Glastonbury cette année, en 2018, parce que c'était une année de friche. On laisse reposer la terre. Absolument. Donc du coup, comment petit à petit, en fait, c'est ça qu'on a envie d'essayer de comprendre, ce petit festival va se transformer en une vraie institution et un vrai phénomène culturel pour les Anglais qui vont, là je vais peut-être un peu vite, qui vont se rendre là-bas pour passer 3 jours à dormir dans des tentes et à s'alcooliser fortement et à prendre des trucs, des drogues, peu importe même l'affiche au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, quand on achète ses places à Glastonbury, la demande est telle aujourd'hui qu'on achète ses places un an avant. Enfin là je vais un peu vite, mais c'est pour que les gens comprennent. Un an avant pour ne pas savoir finalement si on va se taper un super truc, un Springsteen ou Fleetwood Mac ou U2 ou Radiohead, quoi. Donc c'est quoi la transition C'est les années 80. Ouais. Les années 80 sont majeures par rapport à... De toute façon, les années 80 en Angleterre... Angleterre, musique, années 80, il y a 2 choses fondamentales qui expliquent le succès de Glastonbury. C'est au niveau social et politique, Margaret Thatcher. Macron, au niveau musical, Smith, l'indie rock. Ouais, l'indie rock, voilà. Généralement. Donc Glastonbury va être, dans les années 80, le point de ralliement de l'opposition à Margaret Thatcher et le lieu où chaque année on sait que tous les grands groupes de l'indie rock vont tous être réunis à l'affiche du festival. Mais du coup c'est vraiment un phénomène politique à la base. Du coup dans les années 80, parce que tu dis que c'est un peu le mouvement de contestation. C'est aussi une façon pour les gens de se dire on va écouter du rock et on est contre le gouvernement Thatcher, etc. C'est ça que tu es en train de dire. C'est ça, notamment au point culminant en 85-86, quand il y a ce mouvement qui s'appelle Red Wedge, qui est une association d'artistes et musiciens, au premier rang desquels il y a Paul Weller et notamment Johnny Marr des Smiths, et qui font une tournée pour faire la promotion du Labour Party pour renverser le gouvernement Thatcher, ce qui va être un échec total. Donc pour résumer, de 82 à 86, on passe de 25 000 personnes en 82 à 60 000 en 86. Donc on voit bien que le mouvement grossit aussi parce que du coup les têtes d'affiche sont de plus en plus attrayantes. De toute façon, il suffit de voir comment évoluent les têtes d'affiche. On passe des têtes d'affiche genre Van Morrison, Jackson Brown ou Curtis Mayfield. U2 avait annulé en 82 pour la Oui, mais enfin U2 en 82, c'est pas grand-chose. Il y a Joshua Tree qui vient de sortir quand même. T'es fou, c'est 87 Joshua Tree. Alors c'est 82, ils ont même pas sorti War. Non, c'est War. Non, 83 War. Oh, d'accord. 82 U2, c'est pas grand chose, quoi. Donc ça c'était vraiment pour l'anecdote que c'était mentionné. Mais non, le vrai début du vrai Glastonbury, c'est effectivement quand il y a les Smiths qui sont headliners en 84, alors qu'ils ont juste sorti leur premier album. Et on voit sur 85, il y a Conn the Bunnymen qui sont en tête d'affiche en 85, les Cure en 86, avec les Psychedelic Furs par exemple, qui sont des groupes assez énormes. Elvis Costello ensuite, enfin voilà, c'est vraiment ces groupes-là, cette génération-là qui va faire que Glastonbury va amener les fans de cette génération-là à s'approprier Glastonbury comme un rendez-vous extrêmement important.
Et petit à petit, finalement, ça va être le lieu même pour tous les groupes américains à jouer, parce qu'on joue quand même dans des audiences de plus en plus larges. Hein. En 90, ça a atteint 70 000, ce qui n'est pas rien. Et donc, on voit pousser. Je sais que les Pixies ont fait en 89 Glastonbury. Ah bah, de toute façon, les Pixies étaient complètement ignorés aux États-Unis et ils étaient complètement cultes en Angleterre. Donc, Ouais. et de toute façon, ils étaient signés sur un label anglais, faut Ouais, jamais tout à l'oublier. fait, Hein, ouais. ils étaient chez 4AD. Donc, du coup, tout ça grossit. Est-ce que c'est déjà le phénomène de on prend les tentes et on se bourre la gueule ou Ah, bien c'est sûr, que- mais ça a toujours été comme ça. De toute façon, tu vas en Angleterre, tu fais un festival type Glastonbury, c'est-à-dire un festival qui n'est pas en ville, qui est à la Cambrousse. Si tu dis aux Anglais que tu fais ce festival sans prendre de tente, sans camper, j'ai eu Ouais. le malheur de faire ça un jour. J'avais des aspirations déjà pantouflards des bourgeoises. J'étais dans un festival à la campagne, mais j'avais loué une chambre dans un B&B. Les Anglais m'ont regardé et m'ont ri au nez tellement j'étais naze de pas faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire Ouais. même si tu as les moyens, tu fais un festival à la Cambrousse, tu prends une tente et tu te prends la pluie comme un débile. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que, comme ça que tu as fait. sans quoi. parler de Glastonbury, il y a vachement d'événements comme ça en Angleterre encore aujourd'hui, où il y a même des festivals de cover band absolument incroyables. J'ai des amis Ah qui ouais. y vont tous les ans et qui se régalent avec un cidre ou des bières très peu chères, et ils prennent les tentes et ils se C'est tapent ça. des cover bands de à Et peu près surtout- tout ce qui existe. Hein. Et surtout, on se déguise. Ah. C'est ça qui est important dans les festivals en Angleterre. On On se se déguise en déguise. femme alors, comme les Anglais aiment t'en faire. Non, non, on se déguise en super-héros, en tout ce que tu veux, mais tu te déguises quand tu vas dans les festivals en Angleterre. C'est le truc absolu. Quoi. Tu D'accord. te déguises. Bon, c'est un peu un phénomène qui pour nous Français paraît un peu spécial. Mais alors donc au début des années 90, ça grossit hein, vraiment. Et donc je sais pas, il y a des têtes d'affiche qui sont assez rigolotes. Je sais que les Cure sont énormes en 90 et sont la grosse tête d'affiche. Il y a Youssou N'Dour aussi qui commence à percer, enfin qui a une tête d'affiche, ça fait bizarre. Et puis en même temps, en 92 par exemple, tu as déjà Blur qui est là, Primal Scream et Lou Reed, quoi. Donc là, ça commence à attirer du gros nom, quoi. Et petit à petit, en fait, on va se rendre compte que Glastonbury. Bah, surtout 93, il y a le Velvet, quoi. Oui, oui, c'est en 93. En 93, le Velvet est là, bah, qui font leur retour. Ils avaient même fait, je pense, en France, le Bataclan, il me semble. Si ma mémoire. Ah non, 80, non, c'est l'Olympia, l'Olympia. l'Olympia, tout à fait. Je me demande s'ils n'ont pas fait une date au Bataclan, à vérifier. Mais enfin, en tout cas. Non, non, voilà, c'est puis- Lou Reed, Nico et John Cale qui font le Bataclan en 73. Ça, je sais, ouais, c'est autre chose. Donc voilà, du coup, ça grandit, et voilà, ça devient 80 000, et puis maintenant, c'est plus de 100 000. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on Oui, peut mais surtout 90, ça va être la caisse de résonance de la Britpop. Parce que surtout, ce qui change. 90, ouais. Voilà, mais les années 90. Ouh. Parce que ce qui change surtout en 90, c'est que Glastonbury entame son partenariat avec la BBC. Et que la BBC commence à retransmettre les concerts de Glastonbury au moment où le festival se passe. Ouais. Et Glastonbury devient, c'est ce que je dis toujours. Ouais, Roland quand- Garros, j'allais te dire. Effectivement. C'est que quand tu m'avais raconté ça, je me souviens, on était à Manchester. Mais c'est exactement ça. Que c'était vraiment à la télé pendant 3 jours, tu t'enfermais chez toi et que tu t'amusais à regarder pendant C'est 3 ça. jours les performances des artistes. Alors bon, c'est ce qui a pu se mettre en place grâce à Internet, où Oui, tu oui. peux effectivement maintenant, la BBC a un système où tu peux sur Internet, sur le site de la BBC, aller d'une scène à l'autre de Glastonbury, regarder les concerts qui Dès te les années plaisent. 90, il y a plusieurs scènes. Ah bah bien sûr, oui, Ouais. il y a plusieurs scènes dès les années Parce que quand 90. tu regardes sur cette liste.fm, tu vois, il y a, je sais pas, il y a 30 ou entre 30 et 40 artistes Bien sûr, chaque année. hein, bien c'est- sûr. Non, et puis en plus, il faut pas oublier ce qu'est un festival en Angleterre. C'est pas du tout ce que sont les festivals, notamment en France. C'est que, notamment, il y a bien sûr de la musique, mais il y a aussi des troupes de théâtre, Oui, de voilà. la performance, des comiques, etc. Ouais, Enfin ouais. bon, ça Alors ne ça, se c'est limite plutôt absolument pas à la musique. Mais Mais- effectivement, c'est plutôt l'après-midi. Et voilà, c'est et ça. puis même, je pense que les comiques ne se produisent pas sur la scène pyramidale qu'on appelle. Bien sûr, Non, je demande, hein. le Pyramid Stage. non. Pyramidal, oui. Enfin, c'est ça, la Pyramid Stage, qui est la scène immense Hmm. où vous voyez cette espèce d'ambiance aussi. Ils sont déguisés, mais ces drapeaux, ça vient d'où? Le fait qu'il y a des drapeaux absolument partout dans la foule. Enfin, c'est vraiment très typique quand on voit des images de concert à Glastonbury. On est frappé par cette agitation de drapeaux immenses, colorés devant la scène en forme de pyramide. Il y a une raison Bah, je pense que c'est à cause de l'espèce de caractère celtique qu'a ce festival, parce que une fois de plus, c'est une question de géographie. Glastonbury est situé quand même juste à quelques kilomètres de la frontière avec le pays de Galles, Ouais. pas très loin de la côte irlandaise.
Du coup, il y a aussi éventuellement des Bretons qui sont là, etc. Bien sûr, ouais. Bon, bref, donc c'est un festival. Comme on le sait, les festivals sont assez identitaires par rapport à la culture celtique et tout ça. Et vu qu'il y a en plus toute cette espèce de folklore autour des cultes celtiques un peu païens, etc., bah voilà, ça entraîne machin. Une fois de plus, c'est un festival de solstice. C'est le festival du solstice d'été. Donc il y a ce côté un peu à revenir à des croyances païennes. Bon, alors du coup, donc au milieu des années 90, fin des années 94, il y a le phénomène Britpop qui explose à la face du monde. Et du coup, Oasis, par exemple, voilà, a un slot assez petit à Glastonbury, mais capté par la BBC et qui devient énorme. Et en fait, le premier grand événement de Glastonbury, je pense sur le plan, ça arrive en 95, quand tu as, voilà, c'est ce qu'on lit là. Le concert de Pulp qui remplace au pied levé les Stone Roses qui pourtant devaient faire leur grand comeback pour reprendre leur couronne de plus grand groupe anglais grâce à ce concert de Glastonbury. Mais le groupe implose au début du printemps 1995, même s'ils ont sorti finalement leur deuxième album Second Coming. Ils annulent Glastonbury et c'est donc Pulp qui les remplace. Pulp qui vient de sortir Different Class, et là la performance de Pulp est retransmise à la BBC, et la performance de Jarvis Cocker qui fait Common People à Glastonbury fait complètement envoler les ventes de Different Class, et Pulp devient complètement du jour au lendemain le nouveau groupe Britpop aux côtés de Oasis et Blur. Alors donc peut-être que ce qu'on fera pour changer, pour avoir une playlist cohérente, peut-être qu'on fera une espèce de playlist YouTube que je mettrai à disposition dans Antoine et ses copains pour faire une espèce de top 30 des moments forts de chaque artiste, parce qu'il va y en avoir. Tu parlais de 95, d'Oasis, de Pulp, et donc The Cure qui est toujours à l'affiche, qui est toujours énorme. Je cite quand même que c'était l'occasion quand même de voir PJ Harvey, Jeff Buckley, PJ Plant. Extraordinaire concert de PJ Harvey en 95. Extraordinaire de PJ Plant. Prodigy qui était énorme à cette époque-là. Et bon, Offspring qui a explosé, qui était important aux États-Unis et qui vendait énormément de disques déjà en Europe. Et donc là, après, le festival passe de 80 000 à plus de 100 000 en 3 ans. Donc voilà. Donc voilà, après tous les ans, il y a Radiohead. 97, une fois de plus. 96 encore une année sans avec la Terre mais 97, Radiohead, tête d'affiche, Radiohead qui vient de sortir OK Computer, et Glastonbury est l'occasion de consacrer Radiohead, nouveau premier grand groupe d'Angleterre, et de mettre le point final à la Britpop quelque part. Juste après un an après Nebworth d'Oasis, dont on a parlé exactement. dans notre podcast. Donc du coup, après, ça devient une institution, et finalement, c'est que à partir des années 2000 que tous les grands actes, je vais parler crûment, je parle des vieux du rock dont on s'occupe pas mal dans nos podcasts, vont le faire. Et il serait plus facile de faire une liste de gens qui n'ont pas fait Glastonbury en tête d'affiche. Oui, non, mais en fait, à partir des années 2000, de toute façon... ACDC l'aurait peut-être pas fait, dans mon souvenir, j'ai pas de... Si, je crois. Ah bon? Je crois qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait assez récemment, il me semble. On vérifiera. Ouais, on vérifiera, mais... Alors, du coup, je vois vraiment pas qui ne l'a pas fait. Parce que là, ça devient... Non, Fleetwood Mac l'a pas fait, parce qu'il demande trop cher. Mais ils vont peut-être le faire cette année, ils sont en tournée à la même époque. Oui, mais... apparemment, ils sont annoncés d'ailleurs. Je sais pas, c'est possible, mais... Ils sont trop chers, ils ont quand même réussi à récupérer les Stones, etc., qui étaient... Non, mais ces groupes-là, ces gros groupes qui, pour un autre festival, demanderaient plus cher, ces groupes-là demandent moins cher, parce qu'ils ont conscience que faire Glastonbury a un vrai impact médiatique. Les Stones, je pense qu'ils ont vraiment pas pris le tarif que, par exemple, qu'ils prennent quand ils font Werchter en Belgique. Les Stones ont fait Glastonbury pour vendre les billets de leur concert à Hyde Park quelques semaines suivantes. Et d'ailleurs, c'est incroyable. C'est pour ça qu'ils ont fait Glastonbury. Les Stones, pour eux, il n'y a pas de truc officiel parce que pour l'instant, je pense que c'est la BBC qui a les droits, etc. Mais je veux dire, ça restera un des derniers grands concerts des Stones où ils ont fait un effort au niveau de la setlist, et où pour eux, il y a une joie de vivre et de faire enfin Glastonbury et d'être confronté à un public. Comment ça se fait que le public est toujours jeune finalement?
Parce que c'est le fait que justement il faut se bourrer la gueule et vivre en tente et qu'à partir d'un certain âge, tu veux plus avoir un tel pas de confort. C'est une question, ça, et Dieu sait que je connais des gens qui, le jour de la mise en vente des places de Glastonbury, il ne faut même pas essayer d'entrer en contact avec eux parce que c'est la chose la plus importante de leur vie. Alors comment on fait pour avoir des places? Il y a des listes d'attente Ah bah non, bah c'est comme pour tous les autres trucs quoi. Tu es au courant du jour où les places sont mises en vente et le jour où... Ah oui bien sûr. Il n'y a pas une liste d'attente aussi. Ah, j'étais persuadé. Non, bah en tout cas moi je connais une copine qui va tout le temps. Je connais des gens qui passent qui ne vivent que pour ça et qui sont le jour de la mise en vente des places. Donc ces gens qui vivent que pour ça, ils ont notre âge du coup, ils ont 35, 36 ou plus jeunes, oui. Ah ouais, d'accord, donc tu as des amis jeunes. Moi les gens que je connais en Angleterre, les Anglais oui, ils ne vivent que pour ça. De toute façon, ils ne vivent que pour passer 5 jours. C'est pas bien de le dire, mais disons-le, à voir des groupes et à se défoncer la tronche avec diverses drogues et à être dans un état second pendant 5 jours. Mais voilà. Au détriment peut-être en fait d'une volonté d'écouter de la musique. Je veux dire, c'est un peu ce que disait Jagger à propos de Hyde Park 69, le prétexte c'est surtout de se réunir et pas seulement d'aller voir un concert et d'écouter de la musique. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si, justement, ils y vont pas pour la musique, puisqu'on ne sait pas un an avant qui il va y avoir. Oui, mais l'important c'est pas de... L'important c'est le lieu. Le lieu a... dans la tête des Anglais, le lieu est quelque part sous un espèce de truc un peu sacré. Un peu apparemment être là-bas The place to be, mais Non, c'est pas the place to be, c'est un endroit où tu es un petit peu hors du temps, tout simplement. Et pour eux, c'est un juste... peu s'évader de la réalité. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que les Anglais c'est une utopie assez chouette qui perdure en fait. Et voilà, la famille Evis a vraiment réussi à créer cette espèce de cocon pour 4-5 jours dans l'année pour que les gens soient juste en dehors de tout et puissent effectivement s'évader, alors de façon droguée ou pas, mais en tout cas puissent se dire ah ouais je suis là, je suis bien, je suis avec mes amis, etc. et se dire au bout après quelques heures de non-lucidité, de reprendre une lucidité, ah tiens il y a les Rolling Stones qui sont là, c'est cool. Il reste attentif une chanson et puis après il se barre ailleurs parce que il y a Portishead qui est sur l'autre scène et puis tu veux dire que même au moment de la tête affiche à 21h il y a d'autres scènes qui continuent à... évidemment, je me souviens et d'ailleurs je me souviens pour le coup qu'en face des Stones il y avait Portishead qui a fait un concert mais extrêmement violent et qui était extraordinaire. Je me souviens du concert de Portishead, je me trompe peut-être mais il me semble, regarde mais il me semble qu'en face des Stones, il y avait les articles, les Stones, mais il n'y a pas de Portishead. Non, tout à fait. Tout à fait. C'était sur l'autre scène. Ouais. Ça, c'est les têtes d'affiche de la Pyramid Stage là, que tu as là, sur le principal truc. D'accord. Mais oui, dans mon souvenir, c'était Portishead qui était en face des Stones et je me souviens que leur concert avait été particulièrement noir et violent et c'était génial. Et j'ai des potes qui étaient à Glastonbury qui ont été voir Portishead pendant... ce jour-là, donc, qui étaient aux Stones et qui disaient ouais c'est cool et tout ça, bon allez on va bouger, et qui sont allés voir Portishead et qui avaient été complètement subjugués par la performance de Portishead ce soir-là. Alors écoute, moi je vais reprendre avec quelques stats. Enfin en tout cas le jour, l'année où il y a eu le plus de monde à Glastonbury, c'est l'année 2005. Pourtant, c'est pas, avec le recul, c'est pas une année où l'affiche est la plus belle. On a quand même les White Stripes qui viennent de sortir Get Behind Me Satan en 2005 et qui surfent sur le succès énorme mondial d'Elephant avec son single Seven Nation Army. Coldplay aussi qui bon, et Kylie Minogue. Et Kylie Minogue qui avait pas été là finalement. Hein. Oui, Basement Jaxx, pardon, j'avais pas... Et sinon, bon, on a Costello, Brian Wilson, New Order et les Killers dans les principaux. Peu importe, une fois de plus... Non, mais c'est juste pour je voulais juste faire quelques stats, et aussi vous dire quand même que l'inflation qu'il y a eu au début des années 2000 sur le prix des tickets, on ressent évidemment aussi sur Glastonbury. En gros, avant l'Europe, on passe de 80 livres à... aujourd'hui, il faut compter à peu près 250 euros, donc 230 livres à peu près pour aller voir. Mais c'est un package 3 jours, j'imagine. Ouais, bien sûr. C'est un ticket unique, quoi. Ouais, bien sûr.
Donc, bah écoute, ouais, c'est pas mal déjà. Tu nous en as appris pas mal. Qu'est-ce qu'on peut, on peut essayer de faire un petit point sur les grands concerts qu'il y a eu là-bas. Enfin, on en a parlé déjà, on en a évoqué quelques-uns. Ouais. Pulp 95, Oasis 94, c'est des grands, même Radiohead 97. Ouais. C'est vraiment des grands moments. De toute façon, je pense que vraiment les grands trucs sont vraiment sur les années 90 où vraiment il y a quand même les Arctic Monkeys en 2007 quand même. C'est vraiment ils ont sorti leur premier album un an et demi avant. Et ils sont en tête d'affiche dès 2007 et c'est quand même vraiment très impressionnant de revoir les images de ce concert, de ce concert-là. Effectivement, le concert de Bruce Springsteen en 2009 est quand même extrêmement impressionnant. Juste pour préciser, des Arctic Monkeys, il y a quand même les Who qui font leur première apparition au Glastonbury, qui referont un peu par défaut en 2015. Hein, oui. Le dimanche soir, ils ont fermé dans une indifférence un peu... Enfin, j'exagère relativement, mais oui, il est où en 2015 vous imaginez bien que c'est pas ce qu'il y avait de plus excitant à l'époque. Et d'ailleurs, ça suscite un peu des polémiques sur les programmations ces derniers temps. On a eu Kanye West, je pense, qui a joué. Des choses comme ça, peut-être qui sont moins, entre guillemets, rock, même si le terme rock est un peu limité. Tous les grands groupes, donc Paul McCartney l'a fait aussi. En 2004, donc on a dit Bruce et Dylan alors. Dylan l'a fait en 97. D'accord, Dylan l'a fait, donc les Stones on en a parlé, Springsteen, McCartney. À mon avis, Dylan sera l'année prochaine aussi, je pense. J'ai entendu parler de ça, ouais. Il a été annoncé qu'il allait faire un concert à Hyde Park et à mon avis il sera à Glastonbury aussi, Dylan. Bon, après bien sûr il y a les Muse, Arcade Fire, là, et Metallica l'a fait en 2014 aussi. Ouais. Robert Plant le refait régulièrement, enfin ça devient vraiment une boucherie, t'es sûr de voir des trucs bien quoi. Bien sûr. Primal Scream le fait quasiment tous les ans. Bien sûr. Ça c'est des habitués. C'est des fers de lance, c'est des historiques, on peut dire que ça comme ça. Il y a eu Stevie Wonder il y a quelques années qui a fait une super performance. Ouais. Bobby Womack avant de mourir aussi. C'est-à-dire que même les vieux artistes sont mis à... Ah mais bien sûr. C'est ça qui est génial, c'est que là vraiment vous pouvez juste taper Glastonbury et faire 5 heures de playlist YouTube. Ils sont à leur meilleur en général, les groupes. Hein, franchement, regardez moi des artistes que je connais bien comme Springsteen ou McCartney. Les Stones, il y a un supplément d'âme indéniable. Bon exemple, c'est les Stones qui ne font quand même depuis des années aucun effort sur les setlists et qui là, alors oui, ils font Factory Girl avec des paroles réécrites par Jagger, c'est très anecdotique et rigolo, mais ils ont fait quand même Can't Hear Me Knocking et poussé le vice jusqu'à reprendre 2000 Light Years From Home. Je me souviens en direct, moi j'étais parti voir Springsteen au Stade de France et tu m'avais envoyé un texto pour me dire 2000 Light Years From Home est joué et moi j'avais cru que tu me faisais une blague quoi. Donc ça veut dire quand même que ces gens-là, oui c'est carrément ton genre et ces gens-là balancent un supplément d'âme. Donc je n'arrive pas, moi je pense pas qu'ACDC l'ait fait, mais enfin bon, ça on peut-être pas. La limite. Non, et je me souviens, et puis c'est aussi un festival de rencontres, etc. Et je me souviens qu'à l'édition de 2008, il y avait eu ce concert des Lashon Puppets sur une petite scène. Qui est le groupe, l'autre groupe du chanteur des Arctic Monkeys. Le Side Project de Alex Turner. Et ils avaient été rejoints sur scène à la surprise générale par Jack White, qui jouait avec, je sais plus si c'était avec Dead Weather ou autre chose. Mais Jack White est arrivé sur scène pour faire le solo sur la reprise de Billy Fury, de la chanson de Billy Fury qui s'appelle Wondrous Place. D'accord. Au même titre, je crois que sur le concert de Bobby Womack, on a Damon Albarn qui vient faire un foutu. C'est un peu normal quand même. C'est quand même grâce à Damon Albarn que bien Bobby sûr, Womack plein de petites bonnes choses qu'on essaiera de vous concocter dans une playlist YouTube pour une fois, parce que malheureusement ces concerts-là ne sont pas sortis officiellement. Alors si on fait aussi ce numéro, c'est parce que si je ne m'abuse, vendredi dernier, donc nous sommes le 6 décembre, donc 30 novembre, le concert complet de Bowie de Glastonbury, qui est quand même son retour après avoir fait le premier en solo et son dernier, est sorti intégralement. Donc le coffret est là devant moi, il n'est toujours pas ouvert, j'ai hâte de le voir. Je connaissais la diffusion satellite où il y avait 7 ou 8 morceaux. Mais j'ai hâte de voir ça parce que notamment il fait. Oui, j'avais une. Satellite. Non, parce que non, pas satellite, mais la diffusion BBC en fait. Oui. Quand c'est satellite, c'est que c'est complet. Justement, elle n'était pas complète. Donc je vais regarder ça avec
avec. Et tu peux, non, c'est à recommander, c'est un investissement à faire, c'est un concert absolument magnifique. Voilà, donc et puis Bowie, de toute façon, tout ce qui touche Bowie, moi ça me. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on a été assez complet. Tu veux rajouter quelque chose? Si, j'avais une dernière question pour finir ce podcast. C'est quoi l'avenir du festival? Déjà, il va falloir voir ce qui se passe. Non, mais ce qui se passera surtout par rapport à Michael Heavis. Mais enfin bon, sa fille Emily et son adjointe, si ce n'est la nouvelle présidente depuis un certain temps. Donc je crois que la famille Heavis veut vraiment continuer à accueillir le festival sur le site de la ferme. Donc je pense que Glastonbury restera toujours Glastonbury, mais après ça va Tu crois que ça va perdurer vraiment? Parce que. Oui, l'événement dans 30 ans. L'événement perdurera, mais tout va dépendre de l'actualité musicale qu'il y aura à côté de ça pour fournir des affiches plus ou moins intéressantes. Mais le festival a plus d'avenir que l'indie rock, je pense. Ouais. Parce qu'on voit qu'en France, il y a quand même pas mal de festivals qui ferment leurs portes. Rock en scène là est un peu menacé. Après la dernière édition, ça va peut-être aller encore. Mais écoute, voilà. Il y avait aussi, tiens, on a oublié de juste pour faire une parole. Il y a Nebworth aussi qui a existé de 76 à 79. Nebworth, c'est pas vraiment un festival, c'est plus un site. Ouais, un site pour faire des gros concerts, c'est pas exactement pareil quand même. Ouais, enfin ils ont eu des gros festivals, en tout cas il y a eu une époque. Il y a eu beaucoup de choses il y a eu beaucoup de choses qui sont passées à Nebworth, mais Nebworth c'est plus un site qu'un festival à part entière quoi. Nebworth c'est plus un rendez-vous pour un gros artiste pour marquer sa domination, son grand succès. Il fait un concert à Nebworth. Et on met 5 grosses premières parties. C'est ça. À l'image de ce qu'on fait. Donc c'est pas pareil que Glastonbury. D'accord, c'était juste pour resituer ces festivals. D'ailleurs, Nebworth a eu lieu dans une période où Glastonbury n'avait pas vraiment repris. C'est vraiment entre 75 et 78. Donc voilà, j'espère qu'on a été complet. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir. J'ai compris plein de trucs. J'espère que vous aussi. On vous embrasse très fort et on vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast prochainement. Abonnez-vous à la page et puis retrouvez-nous sur Facebook. C'est une bonne idée. On donne des infos pour Noël sur un peu toute l'actualité rock et j'en passe. Et d'ailleurs, ce podcast est très bien pour les berceuses, pour les enfants, on le précise. Et ben, voilà. On l'a testé, ça marche très bien. Ceci est dit. Gros bisous à tous, à bientôt.